Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, comme d'habitude, on commence avec notre Fear and Greed Index. Actuellement à 23, on se rapproche de plus en plus de l'extrême peur. Et si on va sur l'autre site, on voit qu'on y est déjà. Le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. J'ai une news que je voulais mettre en avant parce qu'elle m'a fait marrer, tu vois, ça parlait de nous les Français. C'est pourquoi les Français n'aiment pas la crypto-monnaie et les raisons pour lesquelles on n'aime pas les crypto-monnaies sont tellement françaises. Ça me fait tellement penser à ton boulanger du coin raciste qui n'est malheureusement pas éduqué, tu vois, Bah, c'est virtuel, tu peux pas le toucher, c'est pas palpable. La crypto, c'est de l'argent facile. Alors celle-là, elle m'a fait tellement tiquer. La crypto, c'est de l'argent facile. On a tellement un problème avec l'argent en France. Que tu peux même pas dire par exemple ton salaire, même si c'était de l'argent facile. Alors, on va dire que t'es tombé sur une opportunité où grâce à ça tu fais de l'argent très facile. Mais tant mieux. Je sais pas, au lieu de te dire c'est de l'argent facile, c'est peut-être une opportunité, les gens ils sont là, non c'est de l'argent facile, non. On va rester dans notre merde. C'est pas pour moi, je préfère me battre, ouais voilà. On va rester dans la bouse et nous on va faire les choses vraiment de façon difficile. Et puis la crypto, ça peut être, petite nuance, ça peut être de l'argent rapide, mais en aucun cas c'est de l'argent facile. Oui. L'argent facile, oui, tu mets 1000 € sur un Shiba comme ça s'appelle le casino. Tu peux aller au casino et faire la même chose. Ouais. T'as autant de chance, tu vois. Non, t'as plus de chance au casino. Donc c'est ça. Ouais, non mais grave, t'as une chance sur deux si tu mets le rouge ou le noir. Donc argent facile, blanchiment d'argent, la crypto c'est pour les criminels. Ouais, comme ça. ça. En fait, quand on était au surfing Bitcoin, moi ce qui m'a fait vraiment plaisir c'est que... Il y avait beaucoup de criminels. En liberté. C'est fou d'avoir vu autant de criminels et pas la police. Je me suis dit, mais que font les autorités? C'est un regroupement de criminels, messieurs. Si vous faites les choses, essayez plus de vous orienter vers des gens qui comprennent la chose. Et n'en parlez pas à ceux qui ne comprennent pas. N'essayez pas de les convaincre parce que franchement, vous allez perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et faites vos recherches et faites vos bails vous-même. Et vous verrez que c'est prometteur. On est 8% en France à avoir adopté ou à avoir tradé de près. T'imagines 6 millions de criminels, 6 ou 7 millions. Ouais, ça fait beaucoup. Regarde-moi cette couverture de magazine, sans déconner. Les gourous de la crypto. Faillite en cascade, influenceurs bidons, et s'ils avaient créé l'arnaque du siècle. Oh waouh. Bah en fait ça c'est encore un mec aigri qui a pas investi sur le Bitcoin quand il fallait. Allez, l'argent facile, on est où? Maman, je vais t'expliquer en 3 minutes qu'est-ce que c'est la blockchain, les cryptos et à quoi ça sert. Alors, imagine que tu envoies un paiement, un morceau de Bitcoin à un fournisseur, tel jour, à telle heure, et on l'inscrit dans un livre de compte. Bon, jusque-là, c'est une transaction banale. Là où la blockchain est géniale, c'est qu'elle va prendre un paquet de transactions, le fermer dans un bloc de manière tellement solide qu'il devient indestructible. On ne peut plus ni modifier ni effacer les transactions qui sont inscrites dedans. Et en plus, à la fin de chaque bloc, il y a un code qui représente le bloc et qu'on met au début du bloc suivant. Donc les blocs sont enchaînés les uns aux autres, ça les consolide. Et c'est pour ça que ça s'appelle la blockchain. Et ça crée de la confiance. La confiance, c'est la clé. C'est le principal bienfait de la blockchain. Et pourquoi la confiance? Parce qu'on voit les transactions et on sait qu'elles ne peuvent plus être modifiées. Donc on peut faire des transactions de personne à personne directement. On n'a plus besoin d'intermédiaire. Crypto, potato. Le moment où Crypto.com a accidentellement envoyé 10,5 millions de dollars à une femme au lieu de 100 $. Dès que j'ai vu ça, je suis parti sur mes comptes voir. On sait jamais, hein. Non, c'est pas à moi que c'est arrivé. Hein. Parce que là, je comprends un petit peu. Vous avez d'un seul coup une somme énorme qui arrive comme ça. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est rien. C'est de l'argent qui vous arrive, même un compte classique qui vous balance tant d'argent dessus. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez l'argent. Hein. Normal, n'importe qui ferait ça. C'est pas une question d'être malhonnête, pas malhonnête. Mais la loi interdit ça. La loi, quand vous recevez de l'argent qui ne vous appartient pas, vous devez savoir déjà qui vous l'a envoyé et vous devez contacter ces gens pour leur dire voilà, est-ce que c'est un cadeau que tu me fais? Parce que si c'est un cadeau, évidemment, vous gardez le cadeau et puis tout va bien. Hein. Mais
si c'est pas un cadeau, vous devez rendre l'argent. Ça, c'est la loi, c'est comme ça. Il y a déjà eu des jugements, etc., là-dessus. Vous devez rendre l'argent. Donc là, voilà, c'est ce qui s'est passé. La pauvre dame, elle a touché ça, elle a déjà retiré une partie. Hein. Elle a retiré une partie, elle a acheté une belle maison à quelqu'un, etc., etc. Ben, je crois qu'apparemment, ils vont devoir vendre la maison ou ils l'ont vendue, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour dire, Crypto.com, ils s'en sont même pas rendus compte tout de suite. Hein. 10,5 millions, ça sort aujourd'hui. Ils ne se sont pas rendus compte 2 jours, 3 jours après. Ils se sont rendus compte longtemps après en faisant les comptes. Donc vous voyez que c'est pas grand-chose, 10 millions dans leur compte à eux, hein, 10 millions de dollars. Mais enfin bon, voilà, tout ça pour l'histoire, pour dire aussi que vous touchez de l'argent qui ne vous appartient pas, vous devez le rendre. Un petit image rigolote, t'as les sanctions c'est Américaine Europe contre Poutine, et Poutine il nous tient par les coucougnettes avec le gaz et le pétrole. Et voilà, c'est pour ça qu'en Europe, on va prendre cher niveau énergie. Ça veut dire quoi? Il n'y aura pas de coupure du courant, ils vont pas couper le courant. On a des frigos, on a des congélateurs, il y a des machines, des hôpitaux, on peut pas couper les courants. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est monter ta facture, doubler, tripler, quadrupler. Moi j'ai des collègues en Belgique, leur facture est quasi à x3. Oui, voilà. Donc pourquoi la France, on n'aurait pas une facture x2, x3, x4, x5? Voilà, donc voilà, Poutine, il nous sert les coucougnettes et donc ça va faire monter le prix, tout simplement. Pendant ce temps, en Iran, le gouvernement officialise l'utilisation des cryptos pour les importations. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a quelques mois, en raison des sanctions économiques, le gouvernement avait commencé à étudier la possibilité d'utiliser des cryptos, et au début du mois, ils ont même réalisé la toute première transaction pour une importation d'un montant de 10 millions de dollars payés en crypto. Et ce dimanche, une réglementation vient de régulariser ces transactions avec le ministère de l'Industrie et la Banque centrale du pays qui se sont mis d'accord pour légaliser le règlement en crypto-monnaie de toute importation provenant de l'étranger. Et donc il s'agit là d'un grand pas en avant dans l'adoption des cryptos qui pourrait bien donner des idées aux partenaires commerciaux de l'Iran. Bref, on voit ici que les sanctions économiques sont finalement un facteur d'adoption des crypto-monnaies dont les cas d'utilisation se multiplient dans le monde entier et plus particulièrement dans les pays sous sanctions et les pays avec de fortes inflations. Nous avons aujourd'hui les conséquences d'une inflation monétaire comme, je dirais, le monde n'en a jamais connu. Et c'est là une des spécificités de la situation dans laquelle on est et qui est à l'origine de mon partage d'espérance dans les notions de Bitcoin. C'est que nous sommes pour la première fois dans l'histoire de l'humanité devant un phénomène mondial. C'est-à-dire que la crise monétaire de l'Allemagne des années 30, on ne la ressentait pas en Chine, ni en Afrique. On l'a ressentie en Occident, mais elle n'était pas universelle. Aujourd'hui, cette inflation monétaire, elle est universelle. Bon. Donc, c'est là où elle est inquiétante. C'est parce que la guerre et le Covid révèlent donc aux citoyens consommateurs l'augmentation des prix qu'ils auraient de toute façon subi, peut-être dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, s'il n'y avait pas eu effectivement la guerre en Ukraine. Donc tu confirmes qu'il y a bien un lien entre inflation monétaire et hausse des prix? Ah mais oui, bien sûr. Tether ne gèlera pas les adresses Tornado Cash. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez, on vous en a parlé pendant plusieurs semaines d'affilée. Tornado Cash, c'est un protocole de coin mixing sur Ethereum. Le coin mixing va être progressivement chassé par les régulateurs, chose que je peux comprendre, puisque du point de vue des régulateurs, c'est surtout fait pour cacher son pognon ou le blanchir. En fait, tu as le régulateur, donc l'Office américain de contrôle des actifs étrangers, ou OFAC, qui a créé une espèce de liste noire d'adresses qu'il fallait bloquer. Donc cette liste noire, elle est publique. Il faut savoir que le stablecoin USDC, donc USD Coin de Circle, choisit de bloquer les USDC détenus par ces adresses. Ce que Tether n'a pas fait justement, c'est que oui, il y a une liste noire, si j'ai bien compris, mais ils ont choisi de ne pas bloquer les fonds. Ils attendent que le régulateur vienne les voir et leur impose de le faire pour faire le gel des fonds. Là où l'USDC de Circle, eux, ils ont pris les devants et ils ont gelé les fonds directement. Qu'est-ce que ça donne depuis la dernière vidéo? Je te rappelle que j'étais venu, c'était quand? C'était en mai, je crois. Oui. La vidéo, elle date de mai, je crois. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu es rentable? Est-ce que tu as atteint ton retour sur investissement? Est-ce que tu vas poursuivre sur le mining? Alors c'est vrai que la dernière fois, on avait annoncé ce chiffre de 3 000 € par mois. C'est vrai, oui. Bon, déjà, je mine pas des euros, je mine des Ethers. Et ensuite, on n'avait pas tout pris en compte non plus. Maintenant, le mining d'Ether,
on sent que ça va plus durer très longtemps, il ne reste plus que quelques semaines. L'Ether, c'est quasiment 2 millions de dollars par jour qui sont créés et distribués aux mineurs. Une fois qu'on ne pourra plus miner ça, il faudra se rabattre sur les autres cryptos, mais l'ergo, le flux, c'est pas des millions de dollars par jour qu'il faudra se partager là. On est sur des dizaines de milliers d'euros, autant dire rien. Alors, je sais pas, hein. Peut-être que je minerai entre 11h et 16h quand il y a du soleil. Et moi je suis pas sûr qu'il y ait de l'avenir en France pour le minage. À part si on vole l'électricité, si on l'obtient gratuitement en travaillant chez EDF, c'est la même chose. Puisque de toute façon c'est les gens comme moi qui payent l'électricité. Oui, on vous voit les gens qui travaillent chez EDF là. Oui mais non, c'est pas gratuit, je dois payer l'acheminement. Arrêtez de vous foutre de nous. Mais écoute, tu veux voir ce qu'il y a de nouveau? Allez, viens, on y va. Je te suis. Alors, depuis la dernière fois, j'ai réorganisé la mine. J'ai voulu créer une sorte d'allée froide au milieu, puisque l'entrée d'air se fait par la porte. Donc l'air frais arrive au milieu, et bon, c'est un peu du flanc, hein, ça marche pas si bien que ça, mais je voulais qu'il y ait une certaine logique quand même. On a eu de très fortes chaleurs avec des journées à plus de 40 degrés. Donc refroidir une pièce de 12 mètres carrés comme ça, avec de l'air à 41 degrés, c'est un peu difficile. Il y a 9000 watts consommés dans la pièce. Donc il faut arriver à les évacuer. Donc là tu vois les deux VMC en sortie. C'est des 750 mètres cubes heure. Et alors j'ai un petit nouveau aussi qui est arrivé. C'est un ASIC qui mine du Bitcoin. Alors cette saloperie fait un bordel, c'est insupportable. Donc j'ai dû créer un petit caisson, j'ai bricolé un petit caisson avec de la mousse insonorisante. Et surtout, j'ai mis des sorties en gaine isolée et des gros silencieux. Là ce que tu filmes c'est l'entrée d'air, c'est la seule entrée d'air de la pièce qui apporte un petit peu d'air frais juste devant la ZIC, parce qu'il est très sensible à la chaleur. Et là on a la sortie avec les silencieux qui part directement dehors. Là, il y a des news qui étaient sorties comme quoi t'as le Mendoza. Je croyais que c'était sur un truc de terroriste encore, mais non. Mendoza en Argentine qui accepte que le peuple paye en crypto, mais en stablecoin. Donc t'imagines, t'as le Tether qui commence à faire un petit dépeg parce que son bac il est pas bien fait. Le monde qui est en train de commencer à, on va dire, accepter les cryptos dans leur ensemble. Enfin, il risque absolument pas de supporter un dépeg aussi gros. On a déjà eu l'UST, mais le Tether, il faudrait absolument pas qu'il se passe quoi que ce soit dessus. Tu pourras payer tes impôts en Argentine. C'est un truc de ouf quand même l'Argentine. Hein. Ils ont vraiment adopté le truc. Ils sont vraiment en train de l'adopter de plus en plus. Mais tu pourras payer en USDT, USDC, en DAI. Donc, si jamais il y a un dépeg de l'USDT, alors soit ils pourront s'orienter vers le DAI ou l'USDC, soit comme tu dis, ça peut vraiment tout faire partir en vrille, et là c'est une autre histoire. David Kelly qui travaille chez JP Morgan, hein, qui a un poste important chez JP Morgan au niveau de la gestion des actifs et de tout ce qui est stratégie de mémoire. Je vais essayer de retrouver les choses en direct. Il est JP Morgan Asset Management, c'est le Chief Global Strategist et le Head of Global Market Insights. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est dans la boîte depuis très très longtemps et qui a fait des déclarations pour dire, écoutez, vu les déclarations de la Fed, vu la hausse des taux d'intérêt, vu l'économie actuelle, il vaut mieux en fait vendre ces crypto-monnaies et acheter des actifs à rendement moins risqués que les cryptos, que les actions. Il parle aussi en fait des tech stocks, donc les actions tech et tout ça qu'il faudrait vendre pour se reconcentrer sur vraiment les actions qui ont de la valeur avec on va dire des hauts rendements et tout simplement des choses moins risquées. Donc c'est ce qu'on voit de toute façon. Les investisseurs globalement ils ont la même approche. Quand la Fed fait ce type d'annonce, les gens se détournent des actifs risqués et se tournent vers les actifs moins risqués. Donc JP Morgan un peu confirme cette stratégie. Et on a aussi une autre personne de chez JP Morgan, là on va dire le chef de tout ce qui est blockchain chez JP Morgan, qui a fait une déclaration assez critique envers les crypto-monnaies en disant Most crypto is still junk, qu'on pourrait traduire par la plupart des crypto-monnaies sont nulles, sont des déchets, ne servent à rien. Enfin, il y a plusieurs traductions possibles, mais toutes sont négatives. Et pourquoi il dit ça? Il dit, écoutez, la plupart, sont des déchets. En fait, il dit à l'exception d'une douzaine de tokens.
Donc il dit la plupart, honnêtement, je pense que ça sert à rien et qu'elles vont disparaître. Et honnêtement, vous savez, moi je suis très quand même optimiste sur les crypto-monnaies sur le long terme. Et ben au final, ouais, je pense qu'il a pas forcément tort. Du côté des États-Unis, on a la Fed qui annonce le lancement de son service de paiement FedNow pour 2023. À savoir que le système de paiement FedNow est un service qui s'adressera à l'ensemble de la population américaine et qui a pour ambition d'améliorer les systèmes de paiement en général en proposant un service qui serait plus rapide, plus simple et plus sécurisé. En effet, leur système permettrait des transactions instantanées qui permettraient aux destinataires d'avoir directement accès aux fonds, ce qui pourrait ainsi simplifier la gestion de la trésorerie d'une entreprise. Et la Réserve fédérale invite d'ores et déjà les institutionnels financières, les fournisseurs de services ainsi que les sociétés de logiciels à mettre en place le service afin qu'elle soit prête lorsque le service sera déployé entre mai et juillet 2023. Et si je vous en parle, c'est parce que d'après des analystes, le système FedNow rendrait inutile l'émission d'une MNBC et le gouverneur de la Fed annonce que leur solution offre les mêmes avantages, voire même plus qu'un dollar numérique. Mais certains estiment que si FedNow rend inutile une MNBC, il pourrait également rendre inutiles les stablecoins car le système proposerait en théorie tous les avantages promis par le numérique tels que la rapidité et la diminution des coûts de transaction sans avoir à convertir une monnaie fiat en token. Bref, d'après certains, cette solution pourrait avoir un impact non négligeable sur le secteur des crypto-monnaies, mais la question est maintenant de savoir si la population adoptera ce nouveau moyen de paiement. Alors là, c'est intéressant, c'est que la Fed, finalement, elle envoie un message plutôt optimiste par rapport à ce que va faire la Fed, et elle envoie presque une feuille de route à la Fed. En gros, elle dit à la Fed de prendre des vacances à un moment donné sur la fin de l'année, parce qu'ils se disent qu'à un moment donné, avec toutes ces hausses, on va bien se rendre compte que les entreprises, leur marché il va baisser, le marché du logement il va se refroidir, grossièrement. Et donc d'ici la fin de l'année, ce qu'elle dit, c'est qu'ils vont se contenter de s'asseoir, de se détendre comme un vacancier aujourd'hui, de regarder les décalages longs. En gros, elle conseille à la Fed de prendre des congés et d'arrêter un peu les hausses de taux là, jusqu'à la fin de l'année. Et comme ils sont énormément écoutés, c'est intéressant. Toujours par rapport à la Fed, c'est incroyable, c'est que hier, j'ai posté ça sur Twitter. Et l'idée, c'est que j'étais impressionné, c'est que je suis allé rechercher la date à laquelle BlackRock a annoncé qu'ils lançaient leur premier produit. C'était exactement le 11 août. Et regardez, l'effet BlackRock, je trouvais ça intéressant. Depuis l'annonce de BlackRock, boum. Et il y a comme une malédiction, faut pas l'oublier, c'est qu'en 2017, Goldman Sachs annonce qu'ils ouvraient une salle de trading dédiée aux crypto-monnaies en 2017. Par la suite, le marché s'est effondré. Donc c'est vraiment une malédiction. Je pense qu'à un moment donné, ça ramènera énormément de liquidités. Mais quand BlackRock est arrivé, on se disait, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction ? Pour l'instant, honnêtement, c'est assez incroyable. Première option, c'est une cata, mais qui est reportée dans le temps. Deuxième option, celle donc que j'anticipe, c'est que dans les 3 mois à 3 ans, la purge sur les actifs soit réelle. C'est-à-dire que le marché de l'immobilier revienne à sa valeur d'il y a 10 ans. D'accord. Dans le tunnel de Frigate ? Oui. Voilà. Dans le tunnel de Frigate, absolument. Donc pour ceux qui ne savent pas, le tunnel de Frigate, c'est un ratio entre le revenu des ménages et le prix des loyers, enfin du mètre carré. Du mètre carré. Et du coup, il y a un canal historique des années 70 à 2000 qui a été explosé. Ouais. et la grande prédiction, c'est de dire, tant qu'on ne retourne pas à un ratio capacité de gain à prix de l'immobilier, c'est qu'on a un problème. Ouais, absolument. Et comme ça fait 20 ans, les gens ont oublié ce problème. Mais néanmoins, il existe toujours. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc, et là, on va basculer justement sur le phénomène Bitcoin. C'est que, si je peux ouvrir une grande parenthèse sur le Bitcoin. Avec plaisir. D'abord, je fais partie de ces banquiers dont les associés et les collaborateurs considèrent que je suis proche du malade mental, si ce n'est du sénile profond et anticipé, de venir participer à une journée comme le Surfing Bitcoin. D'un narco-libéral terroriste, blanchisseur d'argent. Absolument. Bon. Mangeur de petits chatons de Madison. Et comme ils savent tous que j'ai la moitié de mon ADN qui est catalan, je veux dire, l'anarchie, je m'y adapte très, très, très facilement. Mais comme
Ma mission sur Terre, c'est de défendre les intérêts des entrepreneurs pour se développer. C'est ça mon vrai job. Je dis, que va-t-il se passer à partir du moment où il y a cette purge de la valeur des actifs? Étant donné que, et de nouveau, on est dans une situation qui est exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Étant donné que les crises viennent d'un excès de dette, mais que c'était la dette qui permettait de sortir des crises, on a un petit problème. On a un petit problème. Voilà, nous vivons donc une période assez spectaculaire au niveau des chiffres économiques. Aujourd'hui, on aura encore les chiffres du CPI, du PPI et du PIB en France. Alors c'est toujours un petit peu différent parce que vous verrez très clairement ce matin que les chiffres français sont nettement inférieurs, les chiffres de l'inflation en France sont nettement inférieurs à ceux des Allemands. La raison principale, c'est les aides de l'État qui sont mises en place en France qui baissent clairement cet impact de l'inflation, ne serait-ce que les aides sur l'essence. On connaît cette histoire lorsque l'on vit dans la région de Genève, et donc du coup, il y aura des chiffres qui seront aussi publiés là-dessus. Il faudra quand même les interpréter, même s'ils seront bien évidemment plus faibles et moins spectaculaires que les Allemands, et ça mènera quand même à se poser des questions sur le fait de ce que va faire la BCE la semaine prochaine. Au niveau du VIX, donc l'indice de la volatilité de la peur baqué sur l'SP500, qui est le plus gros indice boursier du monde, simplement, l'indice américain. Donc là, on peut voir qu'on a une belle trendline ici. Et rappelle-toi, on était en train de gravir la montagne, on disait, ah là là, tous les jours, je répétais la même chose. Ça appuie. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche du trendline long terme. En plus, il n'y avait pas que ça, il y avait tout le climat financier mondial qui disait que ça pue. Et en plus que ça pue, on se rapprochait d'une trendline. Et donc là, ça n'a pas loupé. Petite épaule, tête épaule, bam, les enfers. Maintenant, prix. On espère que sur le Bitcoin de la bourse, avec l'SP500, ça tient. À chaque niveau qu'on défoncera, on va de plus en plus pleurer. Il faudra mettre une couche, 2 couches, 3 couches. Arrivé là, il faudra mettre 3 couches parce qu'après, c'est vraiment la descente aux enfers. Et est-ce qu'on va aller vers un crack boursier et un crack crypto? On ne sait pas. On n'espère pas, bien sûr. Mais là, ça appuie pareil le VIX. Le VIX, il défonce ce canal. Ça va appuyer puissance 1000. On surveille, tout simplement. Allez, on commence directement par le Dixie, le dollar, comme d'habitude, le grand patron. Bon, alors, comme je vous l'ai montré hier, on a fait un nouveau plus haut. Du coup, le nouveau niveau à break au niveau des 109.478. J'ai aussi bien bougé le Fibo juste ici. Donc, on voit qu'on a quand même un petit ralentissement. On a vraiment du mal à passer ces résistances. Ok, on est venu pendant quelques heures juste au-dessus, mais on voit qu'on est quand même rejeté. Après, attention, c'est juste un tout petit rejet. Ici, j'ai vu pas mal de gens s'exciter en disant « Ok, c'est reparti, bull run. » Non, on se calme déjà. Ici, on a les 0,382 à franchir au niveau des 107 points. Ensuite, on a les 0,618 et les 0,786 avec respectivement 106 points et 105 points. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de boulot avant de dire que le top est fait sur le Dixie. Mais bon, c'est pas grave, on voit quand même un gros ralentissement. Je vais dézoomer un petit peu. Donc là, on voit qu'on monte quand même assez fortement. Et là, d'un coup, on se calme. Donc peut-être qu'on va faire un double top. Même on peut faire une épaule, tête-épaule. Donc avec la neckline ici au niveau des 104 points. Et repartir beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ça peut durer comme ça pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. Donc pas d'excitation. Long terme, ça reste dégueu. Jusqu'à preuve du contraire. On a un support au niveau de l'Open Weekly, donc 19 500, a priori c'est bien défendu, mais long terme ça reste dégueulasse, les indicateurs de tendance sont toujours baissiers. Ça ne veut pas dire qu'il faut short le support, hein, ça serait ballot de le faire, mais pour moi ça serait pas déconnant de revoir d'ici la fin de cette semaine une nouvelle fois les 19 500 et pourquoi pas pire. Donc ça, le marché nous le dira bien. Comme je vous disais également hier, ça sera pour une inversion de tendance, il nous faut une structure en long terme. Il nous faut une structure ou un signal d'indicateur de tendance. Et ces signaux d'indicateurs de tendance, ils sont malheureusement tardifs. Ça veut dire qu'il est assez illusoire, sauf gros coup de bol, d'acheter le bottom exact d'un bear market. Juste très rapidement vis-à-vis de Ichimoku Kinkoyo, on va rester en 4 heures. Vous avez potentiellement ici un tout petit support qui est assez intéressant entre Kijun Tenken, juste là, c'est 20 000 $. Les 20 000 $ sont extrêmement bien travaillés. Vous avez en daily, ce serait un peu plus dur. Vous avez ici
Tenkan, 20 700 $, c'est notre premier arrêt, on l'avait vu, enfin c'est notre première résistance, on l'a vu en gros, en gras, en large, 20 740 $. Ensuite SSB ici, votre Kinjun et SSA, c'est juste intéressant par rapport à une confluence qu'on peut aussi avoir en H4, juste là, donc les 20 900 $ à peu près, hein, vous avez en fait votre SSA qui se positionnerait ici. On pourrait potentiellement pas aller beaucoup plus loin, sauf si on le brise de façon extrêmement franche. Globalement ici, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit simplement que sur les long-term holders, donc quelle est la définition de long-term holder ? C'est quelqu'un qui a un Bitcoin depuis plus de 5 mois à la date d'aujourd'hui. Donc si vous avez un Bitcoin depuis 5 mois et un jour vous venez juste de passer long-term holder, et en l'occurrence ici depuis plus de 5 mois on voit que à peu près 40% des long-term holders sont en perte. Et sur théoriquement des bottoms de marché, vous voyez qu'ici on était plutôt à 60%, ici on avait touché également les 40, ici on avait touché les 40, globalement on sait qu'on est proche éventuellement d'un bottom, ici en tout cas si on regarde ici le bottom de 2015 et le bottom de 2018-2019, globalement on sait qu'on est sur des moments par rapport à cette métrique là, donc le SOPR des long term holders relativement proche du bottom. Ici, c'est la même chose, mais en fonction de bandes de profit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout simplement, à l'instant T, les coins étant mis à la vente, hein, qu'est-ce qui est vendu et à quelle bande de profit ces gens-là ont gagné. Vous voyez ici la bande rose qui est fortement importante, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont en perte de plus de 80% qui sont positionnés à la vente ici sur ces prix-là, et y compris même sur la remontée, vous le voyez là, mais cette bande est plutôt sporadique. Globalement, tous ceux qui vendent sont plutôt positionnés entre moins 20% et moins 50% de vente, de perte, je veux dire. Et vous voyez qu'ici, on a des gens également qui vendent, bien entendu, dans le même temps, mais qui sont, eux, en profit de 100 à 500%. Vous le voyez, donc ça, c'est plutôt dans cette idée que je vous disais que des coins reviennent éventuellement à la vie et qui sont plutôt vieux. Là, on a des gens qui se disent, bah tiens, je pense que c'est peut-être plutôt un bon endroit pour prendre du profit sur mes bitcoins, par exemple, que j'avais acheté, je sais pas, en 2017, parce que, bon, je me fais un petit peu peur, voilà, je considère ici que c'est pas mal de sortir un petit peu. Donc ça nous en dit beaucoup, tout ça, sur les convictions du marché. On voit que c'est un marché fébrile où il y a assez peu de demandes. On voit que ceux qui ont acheté malheureusement et qui sont en perte sont positionnés sur ces gros épisodes de capitulation ici à la vente, mais c'est ce qu'on recherche dans un bear market. On cherche à faire souffrir et à faire vendre. Ceux qui ont beaucoup de cash ici veulent acheter des BTC moins chers, donc du coup on cherche bien entendu à pousser le prix vers le bas de manière à avoir des gros épisodes de capitulation. Sur le ratio ETH contre BTC, on avait eu ce rejet ici, mais on voit en fait qu'on est clairement en train de consolider sur la résistance. Donc pour l'instant il n'y a pas la résolution, donc on va pas s'enflammer non plus, mais déjà ce que je vous avais partagé je crois dans la vidéo de lundi, j'en avais parlé un petit peu, ce double top qu'on avait vu sur le ratio ETH contre Bitcoin en daily avec la ligne de coup ici, et bien regardez, là on avait la bougie de cassure, et bien le lendemain on a fait une réintégration. Donc pour le moment la structure en double top n'est clairement pas validée, on est même plus proche finalement de venir à l'invalider en faisant un nouveau sommet ici, on est pile dessus, donc à surveiller. Mais clairement, si ETH réussit à relancer un mouvement haussier sur cette paire, eh bien nous aurons clairement, je pense, peut-être la cassure qui viendra aussi s'effectuer sur le niveau des 40% si justement on s'extirpe de cette zone rouge, ici des 0.08 sur le ratio ETH contre Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment à surveiller pour les prochains jours et prochaines semaines. Ensuite, la première série télé parodique autour des NFT avec différentes collections dont les Cool Cat et les Bored Ape. Ce qui est marrant, c'est que du coup cette collection va aussi faire des NFT, donc c'est une émission de télé, enfin une série télé qui va arriver en 34 épisodes, et en fait les holders des NFT, enfin de la collection plutôt, parce que c'est pas, comment dire, votre NFT sera pas forcément dans la collection, enfin dans la série TV. Par contre la série TV met en scène des grosses collections de NFT, ok, et du coup la série TV vend ses propres NFT, et quand vous holdez les NFT de la collection, vous pourrez en fait interagir avec un peu les scénarios de la collection, enfin de la série. On comprend rien à ce que je raconte, hein. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez compris, mais en gros, voilà, l'info est cool. J'en peux plus. Sotheby recrute, il s'intéresse aux NFT, évidemment, le monde entier s'intéresse aux NFT, comme je vous ai dit.
effet de mode. Ils ont fait des ventes aux enchères qui sont pas trop mal passées dans l'ensemble. Et Sotheby, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des ventes aux enchères. Et tous les autres qui sont des professionnels des ventes aux enchères, toutes les salles des ventes, les choses comme ça, ils vont tous venir au NFT tout doucement. Hein. Pas tous, peut-être pas, parce qu'il y aura toujours qui seront des retardataires et qui feront ça dans 3 siècles, comme d'habitude. Mais dans les médias, tous les grands vont tous rentrer dedans parce qu'ils vont comprendre. Ils ont vite compris qu'ils vont générer des bénéfices, évidemment, quand on vend quelque chose, et pour celui qui vend, ceux qui achètent, il y a des frais, il y a des bénéfices à faire. Voilà, donc c'est bien, Sotheby s'avance bien, moi je trouve ça extraordinaire. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est des sentiments personnels et incohérents que sont la bonne volonté et l'esprit de bénévolat de jouer à un jeu vidéo. Je pense que si vous voulez lire l'intégralité de la lettre, je vous la laisse accessible parce qu'elle est là, évidemment. Alors il parle des progrès économiques symboliques, les utilisateurs avec des incitations explicites, etc., etc. Mais ce qui est le plus choquant dans cette lettre, c'est qu'effectivement, eh bien selon lui, le jeu vidéo ne semble pas fait pour, je cite, jouer pour s'amuser, et qu'en gros, c'est du bénévolat que de jouer en fait à un jeu vidéo et de n'attendre rien en retour. Alors que les bénévoles dont parle l'auteur, ce sont les contributeurs qui créent du contenu gratuitement. Tout comme EMB et Julien Chess seraient des bénévoles de créer du contenu sur YouTube sans être rétribués, n'est-ce pas? YouTube, plateforme sur laquelle il y a des utilisateurs qui sont là en tant que viewers pour le plaisir, le divertissement, et d'autres qui sont là pour contribuer, créer du contenu, rendre la plateforme plus intéressante. Donc en tant que YouTuber, je suis persuadé que s'ils avaient compris ce paragraphe tel que je l'ai compris, ils seraient totalement d'accord avec ce qui est dit à l'intérieur. Parce qu'il leur semble aujourd'hui tout à fait normal d'être rétribués pour le contenu qu'ils créent sur YouTube. Donc pourquoi ne serait-il pas tout aussi normal qu'un créateur de contenu in-game ne soit pas aussi rétribué pour ses efforts, pour ses créations? Et c'est d'ailleurs ce que dit le reste du paragraphe que je vais continuer de vous lire moi-même, puisque vous l'avez compris, EMB continue de l'analyser avec un postulat de base incorrect selon moi. Donc le paragraphe dit: le contenu généré par l'utilisateur est né uniquement du désir des individus de s'exprimer et non d'une incitation explicite à les récompenser pour leurs efforts créatifs. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les contenus générés par les utilisateurs n'ont pas été aussi nombreux que ce que l'on aurait pu espérer. Et oui, le PDG l'a très bien compris, si on veut encourager les joueurs à créer du contenu qui va bénéficier aux autres joueurs, il y a une carotte très efficace pour ça, qui s'appelle l'argent. Parce que quand tu as une licence comme Minecraft ou Trackmania, les 2% de joueurs qui contribuent bénévolement représentent quand même beaucoup de gens parce que la communauté est gigantesque. Mais sur Dreams par exemple, ou même Mario Maker, le contenu de qualité tombe vraiment au compte-gouttes. Si vous allez sur le site de Larva Labs, le site des créateurs des CryptoPunks, vous pourrez voir que c'est des gens qui ont très bien compris cette logique de métaverse parce qu'ils ont créé les Mi-Bits, une autre collection qui a été rachetée d'ailleurs par Yuga Labs, les gens qui ont créé les Bored Ape Yacht Club. L'idée des Mi-Bits, c'était justement d'avoir des personnages en 3D uniques, donc ils en ont généré 20 000 selon différents patterns, donc couleur de cheveux, lunettes sur la tête, couleur de peau, etc. etc. Et ça, c'est un truc auquel je crois beaucoup personnellement. Donc ça va dépendre en fait à quel point chaque métaverse va être ouvert à la création. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura des métaverses où tu ne pourras pas avoir n'importe quel avatar, tu vas avoir des métaverses où tu pourras créer ton propre avatar, mais il y a plein de business qui vont se créer. Parce que un peu comme un graphiste, si toi tu es capable de faire de la 3D, si tu es capable de designer des avatars pour du métaverse, et si le métaverse, justement ça cartonne, et je pense que tôt ou tard ça cartonnera, c'est jackpot en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent dans cette économie. Maintenant, pour défendre un petit peu le diable, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport au métaverse. Pourquoi les gens sont sceptiques? C'est assez simple en réalité. Tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas. Par exemple, le web, il y a plein de gens qui n'utilisaient pas Internet régulièrement avant YouTube et Facebook. Du moins, ils regardaient vite fait Le Bon Coin, un forum, mais ça s'arrêtait à ça. Dès qu'il y a eu Facebook et YouTube, il y a eu un vrai cas d'usage et là, les gens s'y sont mis. Sur les cryptos, c'est pareil. À part certaines personnes qui ont trouvé une utilité à Bitcoin pour faire des achats sur le dark web ou envoyer de l'argent à travers le monde avec des frais qui sont nettement inférieurs à des solutions de paiement transfrontalier, il y a plein de gens qui ne voient pas d'intérêt à Bitcoin. Pour ce qui est du métaverse, tant qu'on ne sera pas tous consommateurs du métaverse, on se dira toujours c'est de la merde, c'est une bulle, patati patata. Mais il faut bien un début à tout. Donc on a Meta, l'entreprise historiquement Facebook, qui essaie de balancer beaucoup de pognon là-dedans, mais on n'y est pas encore. Moi je pense personnellement que d'un point de vue technologique, ce qui va faire que le métaverse va devenir un vrai boom, c'est quand tout le monde pourrait y avoir accès. Donc la meilleure façon d'y avoir accès, c'est soit via un mobile, soit via des casques de réalité virtuelle qui sont très peu chers, comme c'est le cas du Oculus Quest 2 par exemple, qui coûte je crois 300 €.
mais 300 €, ça reste un budget. Si on arrivait encore à passer bien en dessous, du type 100 € ou 150 €, ce serait totalement différent. Aujourd'hui, il y a une très très grosse mise à jour. Je vous montre tout ça maintenant. Tu peux constater que c'est littéralement une évolution du jeu. À la base, on faisait des courses tout simplement avec navigateur. On avait notre voiture plus de pilotes et tout simplement la course se terminait et on avait nos récompenses. Là, ça sera totalement différent. Cette fois-ci, on va pouvoir voir la course. Et en plus de ça, les courses auront aussi un style de combat qui sera présent dedans, un peu comme un Dead Racer. Vous pourrez voir tout ça par la suite sur d'autres vidéos qui vont arriver prochainement. Gala Games qui nous permet de tester le jeu Walking Dead jusqu'à aujourd'hui inclus, donc on peut le télécharger directement via le site officiel, je vous mettrai le lien en description, ici c'est écrit Download Launcher, c'est donc jusqu'à aujourd'hui inclus, et donc c'est un FPS autour de l'univers de Walking Dead, vous le savez, et ça promet du lourd en général. Gala Games, ils font pas trop de la merde, et en plus avec une grosse licence comme ça, a priori ça devrait marcher. En tout cas voilà, si vous voulez tester le jeu, c'est aujourd'hui, et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.